Voilà, c'est parti. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Stéphane, qui a fondé l'école Systema Lyon, c'est connaître soi-même. Et on va vous parler des systèmes, du système à santé, des respirations. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé cette approche complémentaire au mien et utile. Il complète aussi des informations que je n'ai pas en cœur et je continue à me former. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane il y a quelques semaines sur un stage des systèmes, sur un week-end, où il m'a formé à son approche et au système en général. On va vous en parler plus. Et j'ai trouvé cette approche autour du souffle, mais aussi de la gestion des tensions, du stress, du trauma dans le corps, très proche aussi à ma façon de voir les choses, même si je n'avais pas forcément les outils pour les expliquer avec les mots qu'on va vous donner tout de suite. Et donc, c'est cette idée de cette interview avec Stéphane qui est venue de façon assez spontanée pour partager quelques connaissances, pour vous donner des pistes. Donc voilà, bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour Léo, merci de me recevoir. Je te propose de compléter un peu mieux ta présentation et nous dire un peu voilà, ce que tu fais autour du système à ton école et comment tu es arrivé au système, tes voyages en Russie, tes formations et tout ça. Je te Ok, laisse la parole. merci. Écoute, je suis un peu comme toi. Moi, j'aime bien chercher tout le temps, souvent. Et je suis parti de simples arts martiaux très traditionnels comme le karaté, le kung-fu. J'ai pratiqué différentes formes on va dire, martiales pour arriver en 2006 au système. Auparavant, j'avais pratiqué un art martial un peu de synthèse par un maître qui avait parcouru l'Asie. Et dans son parcours, il avait mélangé un peu de systéma dans son approche. Et c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis un jour, en voyant une vidéo, un ami m'a envoyé une vidéo et il dit, mais c'est les mêmes exercices qu'on fait, pourtant on croyait qu'on était un peu plus, comment dire, hors circuit. Et finalement, on s'est aperçu que ça venait du systéma. Donc, je suis allé à Paris apprendre avec un professeur qui s'appelle Jérôme Cadian et qui m'a fait découvrir le systéma. Et donc, je l'ai suivi sur des stages mensuels. Ensuite, je suis resté quelques jours à Paris. Enfin, bon, tu connais un peu le principe. On fait des allers-retours voir les profs. Puis ensuite, à un moment donné, il m'a dit, ça serait bien que tu puisses ouvrir une école parce qu'au départ, moi, c'était pas. Je voulais rester élève, mais il m'a poussé un petit peu pour ouvrir une école, donc un groupe d'études. Et ça a commencé à partir de là, groupe d'études à Lyon en 2008, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis, j'arrête pas de chercher, de pratiquer. Donc, j'ai commencé avec Jérôme. Ensuite, du coup, j'ai un petit peu bifurqué sur différents professeurs de Systéma, comme Vladimir Vassiliev, qui est un grand professeur, qui lui est à Toronto, et pour aller remonter et faire des stages, pas en Russie, mais en France, avec ce qu'on appelle le patriarche, en fait, celui qui a créé l'école, qui est Mikhail Ryabko, qui se trouve à Moscou. Et ensuite, j'ai continué de séminaire en séminaire en Europe pour découvrir en dernier, donc le fameux prof que je suis actuellement. Les autres, je les suis toujours, mais celui-ci particulièrement parce qu'il a une méthodologie du système qui s'appelle Konstantin Komarov. Donc, ces gens-là, en fait, sont issus des forces spéciales russes, anciennement. De ce fait, il y a tout un parcours, en fait, une histoire au système qui là, pour l'instant, se termine avec les gens comme toi et moi dans le civil. Mais au départ, ça remontait assez loin. Ça remontait à peu près au Moyen-Âge, d'après ce que disaient nos patriarches, en fait. Il y a très peu de traces manuscrites, mais il y a quelques trucs quand même. Et donc, ils ont pu définir que ça remontait simplement aux invasions russes et à une synthèse qui a été faite par les moines orthodoxes et les guerriers repentis. Donc, les deux ensemble ont synthétisé un art martial avec différents blocs. Le bloc de défense, justement, comment se défendre, que ce soit à cheval, à pied, contre plusieurs, avec des bâtons, des couteaux, des épées, etc. Et à côté de ça, un bloc santé. Et donc, le bloc santé, il y avait donc la tradition russe qui était les bains froids, que vous connaissez, j'imagine, plus tout ce qui était respiration et pharmacologie. Enfin, bon, il y avait comment se débrouiller dans la nature. Il y avait les massages, automassage, massage. Enfin, c'est pareil, ces choses-là, je pense qu'on peut les trouver aussi en Orient.
Sauf que bon, bah, c'est un peu moins connu parce que le système est sorti vraiment de Russie après la chute du mur de Berlin. Donc on a découvert toute une dimension. Donc parfois, quand on parle de ça, les gens se posent des questions parce que comme ils connaissent que les arts martiaux orientaux, c'est compliqué pour eux d'imaginer que la Russie a eu un art martial. Bon, on sait que de toute façon, toutes les civilisations ont eu des arts martiaux et des façons de procéder au niveau de la santé aussi, hein. Mhm. Donc, du coup, le systéma, on peut dire que c'est une vieille, vieille synthèse de plein de connaissances différentes par rapport aux pays enfin, qui étaient frontaliers ou même dans leur tradition propre. Donc, c'est pour ça qu'on trouve plein de choses qui sont devenues, avec le temps, vraiment un tronc commun. D'où ce qu'on appelle, nous, les principes, en fait. Donc, les principes qui peuvent être appliqués autant dans l'art martial que dans l'art de santé. Et ces principes, ils sont au nombre de 4. Il y a la respiration, il y a la relaxation, ce qu'on peut traduire, ce que moi je traduirais plutôt par tonus juste en fait, avoir un tonus juste, savoir comment mobiliser son corps pour pouvoir bouger, soulever des choses ou simplement se tenir droit. Il y a donc ensuite la structure qui est l'alignement musculo-squelettique et en dernier il y a le mouvement. Donc tous ces principes en fait, on peut faire une liste assez longue de chaque principe et on peut les appliquer autant justement euh, en marchant, en combattant, tu peux aussi les appliquer en courant, en trottinette, en vélo. Donc si tu arrives à comprendre un peu les bases de ces principes, on peut, si tu veux, les ajouter dans n'importe quel type de tâches quotidiennes. Et c'est ce qui permet justement le travail du systéma. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le systéma, à la base, il n'y avait pas de dojo, si tu veux, à l'époque. Ça n'existait pas. Comme maintenant, les dojos existent parce que ça s'est démocratisé ou sociabilisé. Mais normalement, le systéma, c'était une pratique collective ou du au cas par cas. Donc les gens le pratiquaient souvent dans les champs ou souvent dans le quotidien, mais ils s'entraînaient, mais ils ne s'entraînaient pas autant que nous, on s'entraîne maintenant finalement. Donc l'impact n'est pas le même déjà à la base. Même au niveau de la santé, pour eux, c'était, ils ne voyaient pas ça comme des choses assez carrées ou réduites. C'était pour eux, c'était naturel d'aller prendre des bains d'eau froide parce qu'ils le faisaient traditionnellement. Nous, maintenant, on le fait parce qu'on se dit que c'est bien, ça nous permet d'être en bonne santé. On le fait dans une forme de routine, en fait. Mais une routine plutôt parce que on trouve comme si on prenait de la vitamine C dans un pot. Tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, pour eux, non, c'était pas comme ça. Alors, ils l'ont diffusé de toute façon, d'une façon très structurée. C'était un peu obligé à un moment donné. Mais donc, l'idée, c'est avec les principes. Et donc, il y a un grand principe premier qu'on apprend, systéma, c'est la respiration, justement. Donc, ça, j'ai vu ça en premier avec Jérôme, et puis à Paris. Et ensuite, en allant de plus en plus loin, par exemple, mes voyages en Russie, on a vu d'autres petits principes qui ont été rajoutés à ça, d'autres profondeurs à ça. À la Mais, respiration. pardon? Donc, d'autres profondeurs au principe de la respiration. Oui, oui. Et c'est pas. Alors, le truc, c'est que comme il n'y a pas de technique forcément, les profondeurs, elles sont au niveau vraiment d'expérience, de ressenti, en fait. Parce que, basiquement, par exemple, tout le monde sait inspirer par le nez et souffler par la bouche. Souvent, on dit à des personnes comme ça. Après, la profondeur, elle va être dans justement rajouter des choses avec une respiration. C'est-à-dire que, OK, tu es capable d'inspirer par le nez, souffler par la bouche, mais est-ce que tu es capable de le faire en faisant des mouvements et en prenant conscience que tu le fais, justement? Donc, ces Sortir de profondeurs-là, la mécanicité. ouais, Hmm. ouais. Et au début, peut-être ça peut paraître comme une technique, parce que forcément, on l'apprend par une technique, mais après, ça doit devenir quelque chose qui doit faire corps avec toi-même. Donc, l'idée, c'est qu'on te bombarde de détails progressivement. On te dit d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche au départ. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on dit aux personnes, vu qu'on sait que la majeure partie des gens ne respirent pas enfin, correctement quand ils s'assoient, quand ils se lèvent ou bien quand simplement ils bougent. Donc, c'est déjà de leur indiquer, voilà, tu peux faire tel mouvement en respirant. Et puis, au Oui. fur et à mesure qu'ils sont sensibles, on va rajouter, comme je te dis, des petits détails supplémentaires, comme maintenant prendre conscience de prendre de l'air par le nez profondément. Prends conscience que généralement, tu n'actives pas tes narines quand tu prends de l'air ou que tu souffles pas franchement. Tu vois, c'est des petits détails qui se mettent les uns à la suite des autres, en fait.
Oui. Et alors là, Stéphane nous parle bien d'une respiration qu'on utilise, par exemple, dans les mouvements, dans la pratique, pendant les Dans la exercices. pratique. Ouais. Il nous a aussi parlé de la respiration dans la vie de tous les jours, l'effet qu'on ne respire pas correctement. Donc ça, je pense que je n'ai parlé suffisamment dans la chaîne. On ne va pas rentrer dans les détails d'une bonne respiration quand on est assis dans la vie de tous les jours. Là, on parle du mouvement. Et on vient d'entendre quelque chose qui, effectivement, peut faire tilter quelqu'un, inspirer par le nez de façon consciente et d'expirer, souffler par la bouche. Quelque chose qui est aussi, comment dire, on n'en parle pas de façon consciente, comme dans les systèmes généralement. On dit, bah oui, inspirer par les nez, expirer par la bouche, mais on ne sait pas pourquoi. Mais là, il est en raison. Et j'étais aussi agréablement surpris de voir qu'il y avait une raison pour les faire dans certaines situations. Parce que souvent, on dit, OK, on inspire par les nez, on expire par les nez, c'est la façon correcte de respirer dans la vie de tous les jours, parce que les nez, c'est l'organe de la respiration avec la cavité nasale. Et puis, il dit, expirer par la bouche, effectivement, est-ce que ça sert à quelque chose? Bien sûr que ça sert à quelque chose quand on le fait de façon consciente, avec un objectif derrière, par exemple soupirer, bâiller, chanter, émettre de l'énergie vocale, ou alors dans les systèmes à faire partir et sortir du stress, de la tension, de la douleur, de la fatigue. Dans ces raisonnements-là, cette respiration permet aux gens qui n'ont pas la conscience de la respiration d'optimiser leur mouvement et la pratique qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est par exemple quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres techniques respiratoires qui sont par exemple issues du yoga, du pranayama, où on respire uniquement par les nez, ou de la respiration fonctionnelle, mais en même temps qui utilisent des principes qui sont communs. C'est lui de suivre une loi biologique, par exemple de la juste tension, ou d'éviter du stress qui reste au niveau des tissus. Et donc, si on dézoome, comme nous dit Stéphane, ce n'est pas forcément une technique, c'est plutôt comment suivre en principe en fonction de notre niveau. À un niveau base, ça va être, OK, inspire par les nez, expire par la bouche. Déjà, aie conscience de ne pas faire des apnées quand tu prends des coups. Comme ça, tu évites de garder cette tension. Tu pourras l'expliquer un peu mieux. Mais dans un deuxième temps, c'est inspire, ouvre tes narines, tu les actives. Inspire de façon lente et profonde. Et puis expire au moment où tu dois expirer et faire sortir, évacuer. C'est qui peut être appelé tension, stress, trauma. Alors, les traumas, il y a des différents types. Mécaniques, si on prend un coup, psychologique ou émotif, si on vit une mauvaise expérience. Donc, dans ce sens-là, moi, j'ai beaucoup apprécié cette approche parce qu'il donnait une explication du pourquoi on faisait quelque chose qui, généralement, ne serait pas fait au repos, par exemple. Et donc là, on comprend qu'il y a derrière un raisonnement. Et ce que tu viens de dire du système, je ne connaissais pas le fait que c'est en fait quelque chose qui s'est construit avec les pays limitrophes, il y a un tronc commun. Et effectivement, la Russie, c'est un pays gigantesque, donc j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'influences qu'ils ont pu mettre de la connaissance, de la sagesse là-dedans. Okay. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de faire la distinction entre système 1 et système santé. Parce que, alors moi, je ne connaissais pas forcément aussi qu'est-ce qui est les systèmes 1. Voilà, il y a les combats, c'est russe, il y a les massages, et puis système santé, il y a la respiration. Dans deux mots, tu nous avais un peu parlé. Ouais. Mais c'est une très bonne question. Parce que justement, l'idée, c'est que, en fait, le système 1, en règle générale, on parle particulièrement de santé parce qu'on décortique. Mais en vérité, le système à lui-même, il t'apprend simplement à gérer les événements qui t'arrivent. Donc, le prétexte, normalement, si tu veux, tu avais une époque où tu devais savoir te battre. Même maintenant encore un peu, on est censé savoir un peu se battre quand même, tu vois, en cas où. Mais à l'époque, c'était devenu plutôt, c'était obligatoire. Donc forcément, il y avait l'art de l'épée, l'art de ce que tu veux, la hache, le machin, le combat de la lutte. Mais derrière tout ça, il y a une raison qui est profonde. C'est pour ça qu'il y avait les moines orthodoxes qui ont raffiné cet art martial et qui ont amené de la philosophie dedans. C'est que l'idée, c'est de pouvoir assumer un choc quel qu'il soit. Et comment faire? Eh ben, il n'y a rien de mieux que de combattre, en fait, physiquement. Parce que dans le combat physique, tu vas t'apercevoir de comment sont les gens dans leur état émotionnel, dans leur état mental. Donc, le prétexte est d'utiliser le combat et ensuite de faire une transposition avec d'autres tâches du quotidien où ça peut être simplement une altercation verbale ou devant quelque chose que tu dois faire qui est important. Donc, pour moi, le système A, c'est beaucoup plus ça, et pour mes profs aussi, c'est ça, parce que justement, Konstantin Komarov, qui lui a une méthodologie,
Il explique bien que de toute façon, la finalité, c'est d'arriver à avoir un corps qui est prêt pour tout, en fait. Mais on le prépare, nous, particulièrement par le combat, par la faculté de bouger, de rouler, etc. Et comme on sait que de toute façon, l'être humain est un combattant, pour moi, je trouve ça logique. On est des combattants de base. Quand on va naître, on essaye de, tu sais, le spermatozoïde se bat pour passer devant l'autre et tout, etc. Je schématise, hein. Et quand tu vas mourir, l'idée, c'est d'arriver à ton dernier ennemi et ami, finalement, c'est la mort. Donc, du coup, d'arriver à avoir un état d'esprit quand tu vas mourir de combattant, c'est bien aussi. C'est un peu de la philosophie du systéma aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment un prétexte finalement pour pouvoir aller bien et pour se construire un mental en bonne santé. Il y en a qui prennent le foot ou je ne sais pas, le volley ou n'importe quoi, mais nous, en système, on prend ça. Et il y a vraiment une relation entre le système santé, comme on peut l'expliquer, décortiquer, et le système martial, parce que au bout du compte, c'est quasiment la même chose. On apprend à respirer dans des situations stressantes, on apprend à utiliser notre potentiel et justement savoir comment respirer dans telle ou telle situation. Par exemple, tout bête, quand tu as un bâton à la main ou un couteau ou quand tu as un sac à dos, tu ne vas pas respirer de la même façon. Donc l'idée justement, c'est de savoir que des principes simples comme celui d'expirer par la bouche te permet d'évacuer beaucoup de pression à l'intérieur. Encore une fois, normalement à un haut niveau, en systéma, quand on combat, on ne va pas forcément souffler par la bouche, par exemple. On va respirer que par le nez. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit aussi régulièrement, mais on nous le dit que quand on a atteint un certain niveau. Exactement. Et si on fait faire ça déjà d'emblée à des gens, de respirer par le nez, à des gens déjà qui n'ont pas conscience de leur tension, ça va rajouter des tensions, en fait. Et le fait de travailler justement en leur exprimant, en leur faisant exprimer de souffler par la bouche, c'est beaucoup plus salvateur que chez nous, hein, en tout cas, que de respirer par le nez. Parce qu'on sent que même quand, par exemple, on touche le plexus solaire en expirant par le nez, quand tu vas appuyer en soufflant par le nez, ce n'est pas la même façon que de souffler par la bouche. Si je souffle par la bouche, d'un seul coup, le plexus solaire, il s'effondre, en fait, il se décontracte. Donc déjà, avec cette base-là, tu vois, on peut faire comprendre aux gens que c'est bien de commencer à souffler, à évacuer la pression par la bouche. Et puis, en cas vraiment de stress intense, des études ont été faites en systéma, et puis il y a pas mal d'anecdotes, soit des anecdotes par mon professeur quand il a enseigné à des groupes de n'importe qui, des forces spéciales ou dans des stress extrêmes, soit aussi moi, mes anecdotes personnelles quand j'interviens aussi avec différents groupes, quand j'interviens en prison avec des détenus qui sont ultra violents, tu vois, il y a des tas de choses qui me permettent de valider en fait que effectivement l'expiration par la bouche quand tu es stressé, ça permet vraiment d'évacuer beaucoup de choses. Et Oui. le fait aussi d'avoir cette relativité à l'inspiration et l'expiration, c'est-à-dire que quand tu prends de l'air par le nez, tu peux aussi voir que dans quel état d'esprit est la personne. Si par exemple la personne, elle inspire tout le temps court et qu'elle expire très longtemps, c'est qu'elle ne prend pas assez de temps pour analyser les choses, par exemple. Mais par contre, elle donne beaucoup. Tu vois, il y a aussi une forme d'analogie psychologique. Oui, Les je gens l'avais déjà retrouvé ça. je pense que tu connais déjà ce truc-là. Et quand les gens inspirent très longtemps et expirent très court, par exemple, on trouve beaucoup de gens qui sont dans l'idée d'inspirer beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, mais de souffler trop vite, en fait, de vouloir, comment dire, de vouloir accumuler beaucoup de connaissances sans les digérer. Ça, Oui. je parle avec mon opinion personnelle et puis mon expérience personnelle. Hein. Non, mais c'est bien de Mais pouvoir amener cette notion de l'expiration par la bouche à un moment de stress et tension, ça permet d'évacuer. C'est la fonction du soupir. Donc là, vous pouvez même oui, essayer de faire. Ça, c'est une fonction physiologique naturelle qui, par la loi de l'analogie, les corps connaissent. Ça veut dire que soit on le fait pour baisser de tension, ça, quand il y a du tension, les corps le fait. Voilà, ça, c'est involontaire, soit c'est conscient. Mais par la loi de l'analogie, quand on le fait, c'est de la tension qui sort. Aussi, les bâillements pour étirer, donner de l'espace. Et quand on fait du combat, ou on prend des coups, ou alors ça, c'est symbolique, ça veut dire c'est quelqu'un qui nous insulte, ou alors c'est quelque chose d'estressant. De faire sortir là, c'est très bien. Et puis, c'est aussi intéressant de comprendre qu'en fonction du niveau, par exemple, on peut arriver à faire la même chose de façon consciente aussi par l'aine, et tu disais à un certain moment, quand on a un certain niveau,
on peut les faire. Mais c'est beaucoup plus simple de les faire assis en méditant au début que de les faire quand on est en train de se battre. Donc là, cette approche-là de la respiration pendant les combats, moi, je ne les connaissais pas. C'est pour ça que je veux vous partager ça aussi avec Stéphane et les systèmes 1, parce qu'il s'ajoute une autre clé au puzzle de la respiration qui, finalement, on s'aperçoit être assez simple, mais complexe. Dans le sens où la respiration n'est rien d'incroyable. Je veux dire, on peut tous respirer, mais par contre, de les faire bien, il y a derrière des principes. Et ces principes ne sont pas cachés au mystérieux. Ces principes sont déjà connus par un corps qui a un lien avec son environnement. Sauf que nous sommes très déliés de tout ça parce que nous vivons, comme tu l'as dit, dans une société où on fait les choses pour faire un exercice quand on a le temps libre et puis on repart dans une vie qui est totalement déliée de notre état naturel. Donc, on doit réapprendre ces principes et on doit aussi décortiquer ça en fonction de notre petit niveau jusqu'à ce qu'on maîtrise cela. Mais c'est là, à la base, c'est déjà, on les connaît déjà. Okay? Et c'est intéressant aussi ce que tu disais par rapport au système A, que finalement, c'est un art de vivre qui me rappelle un peu aussi les yogas dans son principe de pouvoir évoluer jusqu'à la mort et être prêt à la fin. Toi, tu disais la posture du guerrier, voilà, c'est une façon de dire, ou ça peut être aussi une évolution. Alors, être dans les conscient, yogas, ouais. voilà, être conscient du moment du dernier soupir, justement. Oui. On est en lien à la respiration, donc être conscient à ces moments-là. Donc, effectivement, c'est plus que juste voilà, un art martial où on se bat. Déjà, on sait très bien qu'au niveau des arts martiaux, c'est gigantesque la philosophie et la science qu'il y a derrière pour mener une vie spirituelle, comme si c'était les yogas, en fait. Mais là, je voulais justement aller un peu plus loin sur ces piliers de la respiration par rapport à pouvoir évacuer la douleur, la fatigue, qui pourrait sinon rentrer et rester au niveau de notre corps. Et ça, au niveau du travail avec les émotions, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des gestions du trauma et gestion des émotions par les souffles. Parce qu'on s'aperçoit qu'en respirant, on peut faire sortir des choses. On peut aussi les faire par les mouvements. On peut aussi les faire par les bains froids, par la thérapie du chaud, par les massages, par les contacts avec la nature. Il y a plein de choses à faire, mais là, j'aimerais bien me concentrer un peu sur ça parce qu'on l'a vu ensemble. Et en fait, Stéphane nous a dit une chose très belle, c'est on va faire du combat pour aider l'autre à faire sortir ses tensions. Donc, l'intention était vraiment altruiste, et c'était la bienveillance. C'est si je donne un coup à l'autre, c'est pour lui permettre, dans une certaine façon, de faire sortir des tensions à un endroit. Ce n'est pas pour lui faire mal. Donc ça, au niveau de la conception de l'acte qu'il y a, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche et qu'est-ce que ça pourrait donner si ces tensions restent dans les corps? Ok. En fait, du coup, la particularité justement de donner des coups en systéma, de frapper, c'est qu'au départ, c'est encore une fois une préparation au niveau self-défense. C'est-à-dire qu'on considère, par exemple, que si on donne un coup à quelqu'un qui veut t'agresser, mais que nous sommes nous-mêmes en colère, peut-être ça ne résoudra rien du tout, en fait. Donc, ça part déjà de cette base-là, d'avoir une frappe qui est neutre, une frappe sans émotion, ce qui n'est pas facile du tout, et de savoir fermer son poing d'une façon, soit quand on il y a différentes façons de fermer son poing. On peut fermer son poing pour se protéger, ou on peut fermer son poing parce qu'on a peur, tu vois. Donc, du coup, déjà, à prendre conscience de nos réflexes, de pourquoi on ferme le poing, pourquoi on se crispe, c'est une chose. Et avec ça, on peut donner correctement. Donc, dans l'entraînement de prendre des coups, justement, il y a cet aspect où moi j'ai toujours cette idée de sculpter dans de la matière. Quand on va frapper quelqu'un, ça devient plutôt un massage, effectivement, mais l'idée, c'est quand même d'aller chercher la tension chez l'autre qui s'est installée dans tel ou tel endroit. Donc, les frappes doivent être suffisamment lourdes, mais pas agressives, pour que justement la personne soit en limite. C'est-à-dire que le rapport au coup et à la violence, c'est assez particulier chez l'être humain, tu vois, parce que quand quelqu'un va te frapper, toi, tu as une vision qui est tout de suite d'agression. Mais si tu arrives à regarder en toi et à voir un petit peu autour de toi ce qui se passe, c'est que la personne qui va te frapper en systéma, par exemple, tu ne la sens pas forcément malveillante. Tout l'aspect de la self-défense, en fait. Comment on prend un coup, tu vois? Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être Alors, on peut aller très très loin, ça peut être un aspect philosophique de la vie, c'est-à-dire que si la vie te frappe, la vie qui est neutre, comment tu vas prendre les choses?
Est-ce que ça va être une malchance? Est-ce que ça va être un moyen de répondre d'une façon créative? C'est un peu le principe du système A, c'est s'habituer à prendre des chocs, c'est comment les prendre, déjà pour évacuer ces tensions, mais une fois que tu comprends ça, tu vas essayer, avec la régularité évidemment du travail, de te prendre en flagrant délit de tension. C'est-à-dire que dès que tu vas dire quelque chose, ou tu vas entendre quelque chose, ou tu vas subir quelque chose, tu vas le voir s'installer en toi. C'est l'objectif. Tu commences à le sentir s'installer, et ensuite, tu respires pour essayer d'éviter qu'il s'installe. Ça, c'est l'objectif. Mais avant, il faut le localiser. Donc, l'idée de le localiser, c'est déjà, avec une respiration basique, inspirée par le nez, expirée par la bouche, de savoir, quand je prends de l'air, où est-ce qu'il est? Une fois que tu l'as localisé, soit tu te frappes toi-même, soit tu demandes à quelqu'un de te frapper à des endroits pour le faire sortir. Et l'idée du trauma, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est enfant, notre prof, en fait, nous expliquait ça comme des t-shirts. C'est-à-dire qu'il nous expliquait que, par exemple, le trauma, il va s'installer dans la psyché. Pour nous, la psyché, c'est très important. Pour nous, la psyché, on la considère comme un muscle à travailler. La psyché va t'aider beaucoup justement à gérer les traumas et le stress au quotidien. C'est vraiment une adaptation au stress, en fait. Et cette psyché, quand tu es petit, par exemple, tu reçois un trauma, c'est comme si tu mettais un t-shirt, puis tu t'en occupes pas. Et tu avances, tu mets un second t-shirt à un autre âge. À 15 ans, tu en mets encore parce que tu as eu des déboires, etc. Ça peut être, on va dire, de travail d'école ou personnel, de relationnel, etc. Et tu avances comme ça dans la vie et tu t'aperçois qu'au bout du compte, tu as quand même beaucoup de t-shirts. Et ça commence à être compliqué. Donc, le système avec les frappes va essayer d'enlever les t-shirts pour arriver à ce que tu n'en aies plus du tout. Et ce qu'on appelle, nous, briser la coquille de l'œuf. Mais justement, le fait de les frappes, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc, savoir frapper quelqu'un, c'est d'une façon, on va dire, neutre, c'est quelque chose de très important. C'est comme un bon masseur, il ne va pas forcer, s'il y a une tension, il ne va pas aller chercher la tension tout de suite parce que la personne, elle ne pourra pas supporter ça. Donc, il y a cette notion qui est justement à la base, c'est la respiration. Savoir doser pour soi, savoir respirer et subir, et l'autre aussi, savoir donner avec la respiration. En fait, la respiration, elle va te donner vraiment le lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est des choses qu'on retrouve aussi, je pense, en yoga ou en qigong ou autre. Mais du coup, si tu veux, quand on apprend vraiment à s'écouter respirer, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'on commence vraiment à connaître ses limites, en fait. Ses limites de recevoir et ses limites de donner. Oui. Alors, il y a plein de processus pour ça, il y a plein d'exercices. Oui, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un peu aussi l'automassage, les massages des tissus et des fascias. Moi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur l'automassage par les rouleaux de massage. Oui, justement, ça, c'est une approche sportive. Disons, on peut avoir de la tension musculaire parce qu'on fait du sport. Les sports, ce n'est pas un problème en soi, mais on peut accumuler de la tension, c'est normal. Et de faire ces rouleaux, alors les sportifs des hauts niveaux que j'ai côtoyés, ils font tous des rouleaux de massage matin et soir. Moi, je fais pareil maintenant. Si je peux, je me balade avec mes rouleaux de massage ou alors j'essaye de m'automasser. Des fois, je me donne aussi des petits frappes à des endroits où je sens par rapport à mon entraînement. Ça, c'est extrêmement important pour fluidifier le corps, les passages de l'information, le nettoyage, que ça soit vraiment physiologique au niveau des molécules, mais aussi psychologique, parce qu'en fait, on se rend compte que la psyché, comme tu dis, c'est pas juste abstrait, c'est quelque chose qui finalement a un impact concret dans le corps par son action énergétique, si on veut. C'est pas une molécule, bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas d'impact. Et donc là, voilà, je vais vous parler bien sûr de l'entraînement dans les systèmes. C'est pas que dans les systèmes on frappe que pour masser l'autre, bien sûr, mais ce qu'on a fait, qui m'a beaucoup intéressé, c'était cette approche-là au fait de pouvoir aider l'autre dans sa structure, dans son mouvement avec une intention neutre, à pouvoir faire sortir ces petites couches des tensions et des traumas qu'on a mis par l'approche du mouvement et physique. Et comme tu disais, accompagné par la respiration. Et la respiration pour nous permettre de doser ce qu'on est en train de vivre en termes d'intensité des douleurs et aussi d'information avec le monde extérieur.
Et là, c'est intéressant parce que justement, on pouvait accélérer la respiration, la rendre plus intense quand il y avait plus de douleurs, plus de fatigue à gérer quelque chose, psychique ou physique, ou alors la rendre plus lente et plus calme si on était en maîtrise. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous donner de clés par rapport à ça? Je trouve que c'est intéressant. Il y a même une respiration qui s'appelle la respiration explosive, que moi j'avais connue avant par rapport à ça, que j'ai partagé dans ma formation de respiration. Et si je ne me trompe pas, elle est issue du système 1. Alors oui, donc en fait, il y a plein de petites choses effectivement qui sont intéressantes dans le rapport des fascias, de garder la mémoire des coups. Et comment le faire avec la respiration? De toute façon, comme tu disais, il n'y a pas de secret. C'est le fait de pratiquer qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas avoir le contrôle de ton corps et donc du coup, sentir que la douleur va partir. Mais c'est vrai que c'est tout le temps une connexion, la respiration avec son corps. Donc ça, c'est évident. Les respirations, par exemple, je reviens sur la respiration explosive, la respiration explosive, c'est le fait de le faire d'une façon rythmée, ça permet aussi de se concentrer vraiment sur autre chose que le corps, par exemple. C'est utilisé quand on fait des mouvements lents, parce que nous, le truc, c'est de faire des mouvements lents pour détecter les tensions. Donc, l'objectif, c'est que chaque mouvement lent, en fait, nous permettra de diagnostiquer notre corps et de savoir à quel endroit on va beaucoup plus forcer. C'est exactement comme dans les yogas. Pardon, je t'interromps, mais c'est le même principe dans les yogas. Pour éliminer les tensions et les dissoudre, il faut bouger très lentement avec la maîtrise du souffle. Voilà, oui, mais exactement. Moi, j'avais fait du yoga il y a très longtemps. Je continue des fois avec des postures qu'on m'a appris, mais du coup, j'avais trouvé aussi une similitude assez proche par rapport à ça. Et l'intérêt de respirer rythmé permet au corps justement de s'oxygéner en permanence. C'est-à-dire que, admettons, tu fais un mouvement de pompe, tu descends et tu remontes. Si par exemple, tu es très tendu et que tu vas inspirer et expirer, c'est possible, bien sûr, mais là, tu vas t'apercevoir tes tensions. Et par contre, si tu le fais en respiration explosive, tu vois, tu es en train d'oxygéner en permanence le mouvement. Il ne s'arrête pas. Il y aura plus de chances qu'en fin d'inspire, il y a un blocage qui se passe, et en fin d'expire, tu vois, il y a des crispations qui se fassent. Et le mouvement va être haché. Donc, c'est l'utilité de la respiration explosive, par exemple. C'est une des premières utilités. Mais il ne faut pas oublier non plus que pour arriver à cette respiration explosive, il faut arriver déjà à savoir différencier les modèles respiratoires sur un seul mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux te dire, j'inspire en descendant, j'expire en remontant. Tu le fais ça pendant un certain temps. Et ensuite, tu peux te dire le contraire. Tu vas souffler en descendant, inspirant en remontant. À partir de ces modèles respiratoires différents, ou des apnées, ça peut être en apnée, tu vas analyser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, à partir de ce qui se passe, tu vas laisser circuler l'information et donc peut-être des vieux traumas. Et ensuite, peut-être utiliser justement l'histoire de respirer avec la respiration explosive, en fait. Donc, tu vois, il y a des fois des petits protocoles qu'on peut s'installer. Oui. Et le protocole, le dernier protocole, c'est la respiration rythmée. Généralement, on apprend ça aux gens en dernier pour que justement, ils puissent comprendre l'utilité. Puisque finalement, la respiration explosive, c'est toujours inspire-expire, mais sur un court timing, en fait. Elle s'utilise autant pour les mouvements en difficulté, parce que ça va générer à l'intérieur quelque chose. Quand tu es dans la difficulté, tu vas générer des émotions. Et donc, du coup, elles peuvent s'appliquer également dans des moments où tu n'as pas si tu veux, de mouvement physique, mais quand tu as des peurs ou quand où tu sors d'un apnée et qu'il s'est passé vraiment une mise en situation de mort, en fait. Et là, en récupérant, on va respirer explosif pour commencer, pour qu'il y ait un maximum d'air qui arrive, et ensuite se brancher sur justement les battements de cœur. Ça, c'est encore une autre étape. C'est un autre rythme. C'est un autre rythme. Effectivement, on peut se baser sur la seconde, on peut se baser sur un rythme biologique interne, dans les yoga on l'appelle les matras, on peut se baser sur les battements du cœur, et on peut utiliser les rythmes et la cadence respiratoire avec son volume, petit ou grand,
pour faire plein de choses différentes. Et c'est vrai, par exemple, dans l'Oxygen Advantage, qui dérive des Buteyko, qui était ukrainien, mais bon, Oui, dans une école russe, il y c'est a connu. effectivement l'inspire descend sous la pompe, l'expire on monte, soit en cadence lente, et là, c'est pour travailler autre chose, pas par rapport aux tensions. Donc, on voit, par exemple, là, un travail plutôt de la physiologie respiratoire sous l'accoutumance au CO2. Parce qu'un travail sous l'accoutumance au CO2 permet aussi de gérer les stress de façon plus efficace, par exemple. Mais si l'objectif, justement, c'est d'enlever des tensions, peut-être on ne va pas faire cela. Ou alors, les travails en apnée. Le travail de l'apnée, c'est celui qui est le plus contraignant. Parce que les systèmes respiratoires qui sont ouverts, on va les fermer et on va se mettre en difficulté majeure au niveau musculaire et psychologique. Donc, est-ce qu'on est déjà à ce niveau-là ou pas? Mais dans l'Oxygen Advantage, il y a des exercices en apnée. Dans les systèmes, on les a fait. On a fait des mouvements complexes, des mouvements simples, de la marche, de la course. Donc ça m'a rappelé les entraînements qu'on voit dans l'Oxygen Advantage et justement cette phase où on reprend les souffles après en apnée, où on a quand même un niveau de stress lié à cette accumulation du CO2 qui génère une peur très profonde dans les corps humains, qui est similaire à l'attaque des paniques en fait. Comment on reprend la respiration? Est-ce qu'on est capable de maîtriser? Est-ce qu'on peut faire des respirations lentes? Ou est-ce que là, à ces moments-là, on doit relâcher quelque chose? Donc ça, c'est bien que tu puisses aussi donner cette nuance au fait de dire à quel niveau je suis par rapport à certains exercices et comment c'est mieux que je l'approche. Dans le sens, il y a des exercices et des techniques. Et là, par définition, c'est un peu universel. Il y a un modus operandi. Mais c'est important, et ça je l'ai dit et j'arrête jamais de le dire, d'adapter à son niveau sans jamais forcer. Donc si une technique dit ça, mais nous on n'est pas forcément encore là, on peut changer légèrement pour que ça soit pas stressant pour nous. C'est valable pour la respiration, mais aussi pour le froid. Donc moi j'ai dit tout le temps sans forcer. Les gens me disent mais qu'est-ce que ça veut dire sans forcer? Et c'est vrai, c'est flou. Ça veut dire adapte-le à ton niveau à ces moments-là, parce que c'est un protocole, mais un protocole il est comme ça, c'est lui. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est en fonction de comment on l'utilise, de qui nous sommes en ces moments et de notre objectif qu'un protocole va être utile ou pas. Et donc, ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est ça, en fait. De toute façon, à partir du moment où tu connais tes limites, tu ne vas pas forcer. Enfin, tu vas pas forcer. Tu vas pas te mettre dans le rouge. Et ça fait partie aussi du système. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit aussi souvent, c'est que les gens, des fois, dépassent leurs limites. Mais ils ne le voient pas forcément. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Par exemple, on dit souvent, nous, bah, écoute, c'est simple, si tu veux connaître tes limites, il faut respirer aux 2 tiers. C'est ce qu'on nous on dit. Tout le temps, en fait, il faut respirer aux 2 tiers. C'est comme quand les Chinois disent qu'il faut manger, il faut laisser une portion pour la digestion. Bah, c'est pareil pour la respiration. En fait, on respire aux 2 tiers pour laisser une portion à la relaxation. Les bases, c'est par exemple quelqu'un qui débute, on va lui dire bah, t'inspires, mais pas forcément à bloc tout de suite. Tu vas inspirer pour voir quelles sont tes limites et tu vas expirer pour voir quelles sont tes limites. Et au moment où tu as une tension, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est plus possible. C'est que tu auras beau inspirer, tu vas te créer un traumatisme en fait. Enfin, en exagérant un peu le terme, Oui, bien si sûr. tu forces, bien sûr. Si tu forces, c'est ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est que déjà se connaître ses limites, c'est intéressant. Après, il y a quelque chose qui est assez, je pense, physiologique, puis on s'en aperçoit pas tout le temps, c'est que même si notre cœur bat de l'extérieur, notre cœur, il semble battre des fois moins vite. Tu vois, on a un pouls qui est... Mais si on était vraiment à l'intérieur, on constaterait vraiment qu'il est en train de battre plus vite. Tu vois, il y a vraiment un rapport aussi comment dire, d'éloignement. C'est comme par exemple, tu prends ton pouls ici et puis tu te rapproches du cœur et de la gorge. C'est pas la même notion de battement, tu vois. Donc, il faut bien penser, souvent on pense à cette relativité, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, j'ai dépassé, mais en vérité, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? C'est comme quand je respire comme ça. Si je fais ça en respirant que par le haut, par exemple, ça va être très compliqué. Véritablement, ça va être compliqué parce que tu es en train d'utiliser les muscles de la cage thoracique et en plus le muscle du cœur. Donc, c'est-à-dire qu'ils bossent ensemble, mais pas ensemble, mais l'un contre l'autre, en fait. C'est pour ça qu'on explique, je pense aussi en Orient, de respirer souvent dans le ventre. Avec le diaphragme. Par contre, moi, la différence que j'ai vue avec le Systema, c'est que nous, par contre, quand on est dans des mouvements d'activité, on ne respire pas avec le ventre obligatoirement. C'est-à-dire qu'on va respirer plutôt de là à là, en fait. Vraiment au niveau du haut de l'abdomen. Intercostal Oui, et c'est beaucoup plus logique. Par contre, c'est sûr qu'on ne va pas gonfler la poitrine et dégonfler la poitrine. On va essayer de respirer plutôt en largeur, tu vois, oui. de stocker l'air. Oui, c'est pour ça.
C'est la notion de la respiration complète, mais Oui, pas yogique, ventre, intercostal, poitrine, que c'est plutôt oui, une respiration à utiliser en statique. En oui, mouvement, on utilise toujours le maximum de la capacité pulmonaire, mais en utilisant justement les intercostaux. Les diaphragmes, de toute façon, il va tout le temps s'activer si le diaphragme est fonctionnel. c'est Et donc, ça. avoir une respiration qui permet d'avoir la sangle abdominale qui est contrôlée par rapport à la structure et qu'elle est Mhm. un peu plus dynamique. Donc là aussi, il faut faire la distinction entre une bonne respiration au repos et une respiration en mouvement. Et il y a des principes derrière, des choses qui sont similaires et des petites différences. Mhm. Exactement. Et donc, du coup, l'idée du mouvement, c'est ça, finalement. C'est d'arriver à voir que quand on est au repos, on peut respirer par le ventre, par le dos, on peut avoir des sensations incroyables, mais dès qu'on est en activité, on est obligé de modifier légèrement sa respiration. D'où l'idée, au départ, de pouvoir s'entraîner à respirer aux 2 tiers. Pour- Exactement. Donc, c'est un peu La l'idée. respiration réduite, dans l'oxygen advantage ou dans Buteyko, on l'appelle ça. Je pense que D'accord. c'est le même concept. Dans OK. l'oxygen advantage, on dit moins 20%, mais pour les rendre accessibles. Mais je pense qu'à la base, c'était peut-être moins un tiers. Ouais. Bah, du coup, ça explique. Ouais, il y a toujours, de toute façon, quand on va vraiment vers l'universalité, dans le sens, les principes de l'être humain, on va retrouver les mêmes choses. Les outils seront peut-être différents, mais on retrouve vraiment le même sommet de la montagne, quoi, qu'on grimpe au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Il y a toujours, en fin de course, on est toujours étonné parce que finalement, on retrouve les mêmes choses. Oui, et on n'a pas parlé là du Qigong et du Tai Chi par rapport à... Mais bien sûr, là, parce que je connais un peu moins, donc je parle plus du yoga étant professeur de yoga et connaissant les yogas Oui, comme système. Toi, tu parles du système hein, comme système, justement. ouais, Et puis, il y a les Qigong ou les Tai Chi. Et moi, j'ai fait du Kung Fu Shaolin. C'était plutôt l'approche externe. Donc oui. voilà, je connais un peu moins tout l'approche. Mais bien sûr qu'il y a, pour tous ceux qui nous écoutent, qui font du Qigong, moi, je trouve que c'est magnifique aussi, bien sûr. Et je les Mais pratique un peu. tout est intéressant, hein. C'est ça le problème, c'est qu'on pourrait avoir plusieurs vies sur plusieurs choses. Après, je pense que philosophiquement, chaque civilisation va nous expliquer quelque chose. C'est pour ça qu'on est autant dans de la synthèse actuellement, dans nos modernités, on a vraiment l'accumulation de plein de civilisations. Mais il faut se méfier parce que comme les informations vont très vite et c'est abondant, on peut se paumer dans pas mal de choses. Donc, je pense qu'au départ, le fait de justement chercher par soi-même déjà comment je peux inspirer en sentant que ça passe là, est-ce que je suis coincé ici, est-ce que je suis coincé ici quand je prends de l'air ou quand je souffle, qu'est-ce qui se passe, ou dans les apnées, qu'est-ce qui se passe, c'est déjà pas mal de pouvoir Ah bah oui. justement être conscient déjà de respirer, je pense que c'est une bonne base. Il faut décortiquer. J'aime Il bien faut, ce. Il faut oui, y aller oui, c'est ça. étape par étape parce que Oui, finalement, j'ai passé du temps dans des monastères, des moines bouddhistes, c'était les villages du premier ou autres, et je voyais qu'à la fin, ils revenaient en pratique qui était l'anapanasati, bon, en hindi, en pali, c'est la pleine conscience du souffle. Alors, la pleine conscience du souffle, c'est hyper puissant. Donc, juste les simples faits de prendre conscience de comment on respire et qu'est-ce que ça génère en nous. C'est en fait, c'est connaître, apprendre à se connaître, c'est véritablement aller à l'intérieur, c'est vider aussi la tête de toute pensée inutile et c'est concentrer juste sur ce qui se passe, les moments présents. Mais c'est peut-être pas accessible tout de suite pour quelqu'un qui est un peu pris par plein de pensées, des stress, des tensions. Donc là, on approche des mouvements, techniques, y aller étape par étape parce qu'il est s'asseoir et faire la pleine conscience de la respiration c'est pas forcément donné à tout le monde dans les non, vies qu'on vit. Mais si on vit dans un monastère, on est isolé, on a envie des prières, où je on suis a tout à fait éliminé d'accord plein avec de toi. choses, c'est beaucoup plus accessible. Et je trouve qu'en fait, dans sa simplicité, c'est en réalité peut-être beaucoup plus puissant que plein d'autres techniques. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite, il y a tellement de distractions et même les moines, ils ont envie de faire des techniques pour les aider à gérer deux, trois choses à côté, parce que Oui, l'anapanasati, la pleine conscience de la respiration, elle doit être accompagnée par des outils pour la permettre, dans le sens où on est tellement un peu à côté que d'abord, on doit se remettre dedans pour pouvoir les faire. Je ne sais pas si tu vois un peu la même chose avec tes étudiants dans ton école. moi je vois ça oui, mes étudiants, mais avec d'autres pratiques que j'ai eues, d'autres personnes que j'ai rencontrées. Mais je reviens toujours à la même chose, c'est de me dire que finalement, on est tellement informé que on veut faire des choses, on nous propose des choses sans nous avoir expliqué à la base quand est-ce qu'elles ont été faites et pourquoi elles ont été faites. Et l'idée de la respiration, mais justement dans un ashram, ou enfin de s'isoler en fait, ou de faire des techniques comme ça, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Mais il faut bien comprendre aussi, c'est que, comme tout à l'heure, à une époque, euh,
les gens n'avaient pas ce genre de truc. C'était que les moines, par exemple, qui avaient accès à cet isolement. Quand tu vois, par exemple, en discutant avec ma grande sœur, elle a côtoyé des tribus vers, comment ça s'appelle, vers l'Amazonie là-bas. Et ils me disaient, eux, en fait, leur méditation, c'était une forme de contemplation. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient, eux, ils montaient dans l'arbre, ils se posaient dans un arbre, ils regardaient au lointain. Mais ils étaient hyper attentifs, en fait. Et leur respiration était douce et légère. Et tu vois, en fait, ça fait partie de leur vie. Nous, actuellement, je pense que le défaut qu'on pourrait avoir, moi le premier, parce que j'ai reproduit des choses pareilles, c'est de vouloir absolument copier des choses qui sont pas forcément applicables dans le quotidien, en fait. Et de savoir, c'est juste faire la part des choses, en vérité. Mm. Si on peut le faire, on a du temps dans la journée de méditer, etc., c'est super, mais il faut vraiment chercher vraiment à quoi ça peut comment ça peut se pratiquer, à quoi ça correspond dans Les notre bons vie. outils. Oui, parce qu'on peut On être revient même. Ouais, à la boîte à outils, utiliser les oui, bons outils au bon moment. Il n'y a pas c'est un ça. outil qui est le meilleur qu'il faut utiliser et Oui, tout le monde sait ça. C'est d'avoir plusieurs outils, les connaître pour les utiliser au bon moment. exactement. C'est ce qui fait que tu peux justement, tu peux adapter à chaque situation. Moi, je sais que parfois, j'ai besoin de prendre de l'air, de bloquer, tu vois, puis de bouger pour détendre, après d'expirer. Je ne suis pas obligé tout de suite de respirer rythmé parce que j'ai eu le temps d'éprouver chaque outil aussi. Donc, je connais chaque outil. C'est comme Exactement. les bons artisans. C'est pour ça que c'est marrant parce que ça revient à des choses. Mon grand-père me disait aussi, par exemple, bon, il a vécu suffisamment pour voir arriver les spécialistes et les artisans enfin, dans son métier, qui était plombier d'ailleurs. Mais il disait qu'en fait, plus ça va, en fait, plus les gens ne maîtrisent pas forcément un outil, enfin plusieurs outils. Ils n'ont pas de principe. Du coup, à la base, maintenant, ils ont des techniques. Donc, ils ont une technique avec un seul outil. On va t'emmener chez quelqu'un qui a une technique, un outil. C'est bien, mais tu es obligé d'avoir une autre personne, etc. Parce qu'il n'a pas de principe. Alors qu'à l'époque, tu avais quand même des personnes qui étaient capables de faire plusieurs choses différentes dans les mêmes principes. Ils arrivaient à faire la transposition dans les mêmes principes. D'où le fait du guerrier qui arrive à maîtriser l'art de l'écriture, l'arrangement floral, faire un potager, tu Oui, vois. comme les chevaliers à l'épée, à la rose, Oui, c'est ça. Et c'est le au fait. samouraï. C'est Voilà. ça. C'est ça. En fait, ça revient vraiment à quelque chose d'assez complet finalement. Donc, Oui, plusieurs outils. C'est bien de les connaître par cœur, tes outils, pour après pouvoir, on va dire, faire un cocktail pour toi quand tu commences à les comprendre. Mais c'est vrai qu'au départ, je pense qu'il y a vraiment une base, un protocole qui est déjà comment tu respires, où sont tes tensions et comment peux-tu faire pour les libérer en fait par des choses simples. Et oui. après, autant après, tu peux arriver comment dire, oui, à transformer un peu ces exercices pour toi, à les mettre d'une autre façon. Il y a plein de Exactement. choses comme ça qu'on peut. Et aussi suivre la juste ligne de travail et les justes enseignants, professeurs, maîtres, comme tu veux l'appeler, dans le sens où on est tous différents. Et il n'y a pas peut-être une école qui est la meilleure. Il faut aussi pouvoir trouver la personne juste qui puisse nous suivre avec les outils dont on a besoin à ces moments-là, qui peut-être ne vont pas être les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Et on le voit aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y a certaines méthodes qui ont une grande renommée. Moi, je suis Wim Hof en personne et la méthode Wim Hof parce que là, ça se trouve qu'à ces moments donnés dans l'histoire, ce sont des outils dont la plupart des gens ont besoin par rapport à ce qui se passe. Et je me dis, mais peut-être dans 20 ans, ça ne sera pas ça, ça sera autre chose. Et il y avait 20 ans, ce n'était pas ça. Et puis, on parle du yoga, du tai chi, qigong ou du système 1. Et chacun, on voit qu'en fait, on retrouve un peu les mêmes objectifs et des outils différents pour arriver parce qu'on est différent par rapport aussi aux messages qui sont donnés. Et Oui, tu disais les techniques de pouvoir l'adapter. Par exemple, j'ai envie d'inspirer, bloquer, expirer par la bouche, pareil, comme tu veux. OK, moi, je l'appelle la respiration géante. Je la fais d'une certaine façon. Ça m'aide. De temps en temps, je le fais. Mais une autre personne peut la faire de façon légèrement différente. On va l'appeler la oui, contraction musculaire. On va l'appeler la power nap. Et finalement, ça se base un peu sur les mêmes principes. Là, j'ai envie d'inspirer, retenir, contracter pour ensuite mieux relâcher. OK, ça fonctionne. Et donc, oui, je trouve que ça, c'est bien de pouvoir l'observer en disant, OK, plusieurs outils,
de quoi on a véritablement besoin en fonction du fait qu'on se connaît un peu. Mais il y a ça, à la base, il y a quelque chose qu'on ne peut pas cacher, c'est qu'il faut pratiquer. Et moi, je l'ai dit tout le temps, c'est bien de connaître plein de choses, et, parce que ça nous donne de la conscience, de la vision, mais à un certain moment, si tu ne pratiques pas, ça sert pas à grand-chose. Non, Et donc, on retrouve aujourd'hui des bouquins théoriques incroyables, par exemple, sur la respiration. Mais en fait, sauf si tu es un spécialiste de la respiration où tu vas apprendre pour ensuite aider ta pratique, ça ne va pas servir à rien. Je veux dire, de connaître comment la cascade de l'oxygène, l'effet Bohr, tout ça, ça se passe dans ton sang. Si tu ne pratiques pas la respiration, ça ne va pas t'aider. Donc, c'est ça, ouais. Voilà, l'objectif, c'est la pratique. Et aussi, je pense que c'est important de mettre en avant les côtés de pouvoir être guidé par quelqu'un qui a fait un bout de chemin dans une certaine direction, qui puisse nous donner des pistes par rapport à des erreurs, par rapport à la compréhension juste et à l'approche juste. Parce que généralement, on a un peu la tendance, soit on y va trop dur, on force, c'est un peu mon approche, on est un peu extrémiste. D'autres, on ne va pas forcément trop essayer parce que c'est nouveau. Donc, quand quelqu'un nous dit, bah, vas-y, fais confiance, tu peux faire ainsi, ou alors attention à ne pas faire ça, c'est pas forcément utile de forcer, etc. On gagne du temps et en fait, finalement, c'est à ça qui sert un maître, un professeur, un enseignant, quelqu'un qui nous guide. Donc, aujourd'hui, on est ici dans une ère où on peut avoir beaucoup d'informations et on peut les faire tout seul, en autodidacte. Je trouve qu'il y a une partie des formations qui doit être faite en autodidacte. Voilà, mais une partie qui doit être faite non en autodidacte. Il faut aussi un guide. Et il faut mixer les deux. Oui. Et il faut mixer les deux. L'équilibre est un peu difficile parce que comme c'est une société où il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'individualisme aussi, c'est compliqué. Mais je pense que moi, je pense que l'idée, c'est que c'est ça, c'est que du coup, l'art qu'on apprend, en fait, doit nous rendre autonomes à un moment donné. Et puis même si on apprend, nous, des choses à des personnes, faut les rendre autonomes. Et c'est ça, je pense, l'objectif, c'est que il faut qu'il y ait cet échange. Parce que moi, c'est pareil, je peux apprendre du système théorique, il y a plein d'articles, il y a plein de choses, je vais intellectualiser. Par contre, je saurais très bien parler de l'échange sanguin qui se fait, tu sais, pendant plus de 20 secondes. Il y a un échange très intéressant au niveau chimie du corps qui se pratique quand tu retiens l'air, au niveau de la santé. Vraiment, voilà, Mais par contre, c'est vrai que si je ne l'ai jamais fait, je ne pourrais pas en parler de la même façon. Je ne pourrais pas expliquer quelques ressentis. Et ça, c'est important justement qu'il y ait cet échange-là. Et c'est vrai que de suivre quelqu'un, c'est important. C'est important de toujours avoir un maître au-dessus de soi, quoi. Un prof, un maître, un instructeur, peu importe. Moi, je sais qu'à chaque fois, ce que j'explique aux élèves, quand je vais voir mon prof, il m'explique la même chose. Donc, du coup, tu dis, je n'ai pas encore compris. Et merde. Mais bon, ça fait partie du jeu de la vie d'apprentissage, finalement. Mais c'est bien, c'est toujours bien d'aller tester. Toujours cette espèce de test. On a toujours cette idée de tester en systéma pour aller toucher, par exemple, attends, comment il est détendu, lui? Je vais voir comment. Attends, il est détendu. Comment il fait pour pouvoir s'échapper quand je le saisis comme ça ou quand je le masse? Comment il fait pour être détendu enfin, il y a toujours cet aspect pratique, en fait, qui va énormément apporter. Et je pense que c'est ça qu'on doit essayer de doser entre notre capacité à faire les choses tout seul et après de voir et de les utiliser, on va dire, après en échange avec les personnes, quoi. Il y a tellement de choses à dire sur la respiration elle-même. C'est hyper vaste en vérité. Hein. Comme on disait tout à l'heure, quand tu te mets par exemple en apnée, l'idée c'est que finalement tu te confrontes à la mort. Tu vois, on part d'un principe simple physique, mais on peut, au fur et à mesure de nos découvertes personnelles, on peut arriver après à comprendre d'autres choses philosophiques ou des choses qu'on a lues dans des livres qu'on ne comprenait pas à l'époque et qu'on se dit, en fait, effectivement, cette personne, maintenant, je comprends mieux ce qu'elle veut dire. Et du coup, ouais, c'est vrai que l'expérience, par le souffle, c'est quelque chose de fabuleux, en fait. Oui. Il y a tellement de choses, enfin, c'est énorme. Un bon pilier. Moi, je pense qu'il est un pilier un peu négligé encore, mais ça commence à changer. Hein. Mais on peut faire plein de choses par la respiration, comme on peut faire plein de choses par les mouvements, comme on peut faire plein de choses par l'alimentation. Mais oui, on a un peu oublié celui de la respiration. Et voilà. C'est aussi avec joie de parler du système 1, parce que dans les systèmes, un des piliers est la respiration. C'est génial. Comme dans les yoga, un des piliers est la respiration. Mais les Qigong sûrement aussi, etc., etc. Donc, c'était aussi un peu l'idée de parler de cela. Et peut-être pour conclure, parce qu'on a déjà abordé plein de choses. Oui, c'est vrai. Juste, est-ce que
Est-ce que tu veux nous donner des pistes? Peut-être on pourra en parler une deuxième fois si les gens sont intéressés. Je vous invite à laisser un commentaire sur la respiration des Perses. Parce que Ah, la moi, je ne respiration. connaissais pas et c'est Stéphane qui m'a en parlé. J'ai trouvé des choses intéressantes, mais je ne suis pas allé forcément plus loin. Et un ouvrage, si je me rappelle bien, ça s'appelle L'art de la respiration, qui a Oui. été écrit. Et voilà, donc est-ce que tu veux nous donner de... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, hein. On m'avait fait essayer une respiration comme ça dans le temps. C'est ce professeur, justement, qui maintenant a disparu, malheureusement, mais lui, il avait une connaissance énorme, donc il m'avait fait pratiquer pas mal de choses, notamment du yoga égyptien, que je ne connaissais pas, mais Oui, bon, qui était assez intéressant. Et puis une respiration perse. Mais la respiration perse, je dirais qu'elle ressemble énormément à la respiration yogique, finalement, ou une respiration systématique. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme des formules. Tu vas inspirer sur 4 battements ou 4 temps. Tu vas retenir l'air sur 5 ou 6, etc. Tu vas souffler sur 4 battements. Et cette respiration perse, ou peut-être la respiration afghane, parce que nous, on la pratique en marchant également. On inspire sur un pas, on expire sur un pas, plus 2, etc., 3. Là aussi, il y aura de quoi parler. En fait, elle va utiliser aussi la visualisation. En inspirant, tu vas te dire une phrase. En retenant l'air, tu vas t'en dire une autre, et en expirant, tu vas encore dire une autre phrase. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y a aussi le fait que, par exemple, ils estiment que, je crois, même dans le yoga, je crois que c'était un gars qui s'appelait Lefébure, il avait fait des très bons livres sur la respiration rythmique, exactement. Il appelait ça la respiration rythmique. Il expliquait qu'en fait, 2, 4, 8, 16, quand tu respirais avec avec ces nombres, en fait, tu pouvais avoir un impact sur le système nerveux. Et quand tu faisais 6, je ne sais plus si c'était 6, 12, etc., les impairs, en fait, tu avais un impact sur l'affect, sur le moral. Et donc, ça, c'est assez prisé par certaines respirations anciennes perses ou, oui. je pense. Il utilisait, alors moi j'ai lu ses livres et j'ai pratiqué des techniques qui sont similaires à celles du yoga. Effectivement, tout ce qui est multiple de 4 est un lien avec les cœurs et les systèmes nerveux C'est autonomes. ça. Et on retrouve la respiration carrée sur 4, la respiration de la Oui. longévité 4, 16, 8. Ou, voilà. Les petits pranayama sont tous des rythmes. Et puis, il y a des rythmes impairs. C'était 7-3 sur un triangulaire poumon plein Ouais. avec une visualisation. Et ça aussi, on le retrouve dans les yogas avec... il y a plusieurs types de respiration. Oui. Tu respires en disant des mantras, tu les dis ou tu les dis pas, tu fais des sons. Ouais. Ouais. Voilà. Et effectivement, ça me rappelle ça. Ouais. Il y a la fameuse respiration. Alors, le Fébure faisait plutôt des techniques plutôt avec les pairs et impairs. D'après ce que j'ai pu voir, les Masdéens, eux, ils aiment bien le 7, 7, 1, 7 pour recharger le système nerveux. Mm. C'est ce qu'ils utilisent apparemment ça. Plus des mouvements aussi. Des mouvements qui sont, si tu veux, tu as des mouvements couplés à la respiration comme ça, rythmique, avec des retenues d'air. Et chaque série de mouvements correspond à un sens du corps. Eux, ils appellent sens, tu as l'ouïe, tu as les yeux, mais tu as aussi la clairvoyance, tu as Mm. aussi l'intuition, tu vois, ça va très loin. Oui. Et ils ont des mouvements à faire. Alors, c'est très protocolé, en fait, si je puis dire, parce que tu as des formules aussi. Quand tu as pris un coup de froid, tu dois faire tel mouvement avec les mains, ou tu sais, par exemple, serrer les poings, relâcher. Ou quand as une fatigue mentale ou tu as une fatigue physique, ils ne vont pas utiliser la même façon de fonctionner. Tu vois, ils ont Oui. des petites techniques comme ça. Oui, comment dire, il y a des protocoles spécifiques par situation, Ouais, c'est un peu thérapeutique. On les retrouve un peu dans les yogas oui, aussi, les yoga oui, thérapies. oui. Alors, Mais système là, on a des bases, c'est un peu comme ça, mais bon. bon, merci. On pourra en parler peut-être une autre fois. J'ai Et pas c'est un tout vaste lu. terrain. J'ai C'est un pas vaste encore tout terrain. lu, donc du coup, je connais pas tout. Mais c'est intéressant, c'est que tu nous disais par rapport au 7-1, au 3-1, pardon, de la marche afghane. Et en fait, je viens de réaliser il y a quelques temps que 3 et 1, ça fait 4. 7 et 1, ça fait 8. Et en fait, quand tu inspires et tu fais une pause, c'est Oui, similaire à faire un inspire sur 4, les 3-1. oui, Et donc, oui. ça travaille un peu sur les mêmes rythmes et ça aide justement les systèmes nerveux et les cœurs. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est quand tu vas, par exemple, tu as 4 temps à l'inspire. Sur les 2 premiers temps, tu vas inspirer normal, et sur les 2 seconds temps de l'inspire, tu vas réduire ton inspiration, très, 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 très légère en fait. Ils appellent ça la respiration circulaire. Hmm. Et quand tu vas souffler, tu fais pareil, tu vas souffler d'une façon assez normale pour finir sur les 2 autres temps, pour souffler très peu en fait. Et ça va,
ce phénomène, justement, va instaurer en toi une sorte d'état différent. Je pense peut-être un état modifié de Oui, conscience, peut-être. exact. Bah, la respiration Enfin, circulaire, effectivement, c'est une respiration qui existe aussi dans le yoga pour ouais, justement travailler sur les émotions et les mentales ouais, et permettre aussi intéressant ça. des états des consciences modifiés. Donc, exactement. Et en utilisant des protocoles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Non, mais ok. il y a tellement de choses effectivement à voir, donc Mais dans ces forcément. coins du monde, j'ai l'impression qu'ils ont des connaissances partagées par rapport à la science du souffle, Oui, que je ce soit pense. la science yogique, que ce soit la science Tai Chi Qigong, que ce soit la science système 1 ou des Mm. Perses. Voilà, on retrouve des choses communes avec des approches différentes. Et ce que tu disais par rapport à chaque civilisation, c'est intéressant. Un message peut-être particulier en fonction d'une époque ou d'un Moi, je le besoin. prends comme ça, mais je pense Mhm. qu'il Et y je a quelque pense que chose à c'est vrai. retenir. Ouais. Je Ouais. pense que c'est vrai. Et puis, effectivement, il y a toute l'approche du yoga égyptien qui, bon, on les laissera pour un autre épisode. Ouais, ça serait un autre temps. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi de m'avoir reçu, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es retrouvé si on a envie de pratiquer avec toi les systèmes à Lyon? Ben, c'est simple, Système à Lyon sur Internet. On fait des stages tous les mois, justement des stages à thème. Après, on a un grand stage de santé qui est au mois de janvier généralement. Après les fêtes, on fait 2 jours de stage de santé en commençant par justement le souffle, les principes. Ça va de la relaxation au renforcement avec le même principe, comment justement utiliser la respiration pour que le cœur ne s'emballe, ou pour contrôler un cœur qui s'emballe. Voilà, c'est assez large en vérité. Donc, mais c'est notre stage du mois, on va dire. Donc, c'est le mois de janvier, c'est 2 jours, c'est santé. Voilà. Donc, janvier Sinon, 2023. voilà, sinon ben, on a des cours sur la santé, mais ça, c'est le samedi matin au club, en fait. Voilà, avec tout ce qu'on a pu dire, plus le mouvement, plus les automassages et l'énergie. Mais l'énergie, chez les Russes, c'est toujours après. Ils ne parlent pas d'énergie au début, ils parlent toujours de l'énergie, mais c'est très succinct chez eux. Ils ne s'égarent pas dans l'énergétique, on va dire. Hmm. Moi, Ok. parle de l'énergie parce que bon, je comprends, enfin, j'ai fait d'autres trucs, mais généralement, j'essaye de pas trop en parler quand je fais du systéma parce que justement, l'idée, c'est que les gens soient dans le corps et la matière. Hmm. Donc voilà, enfin, bon, c'est toute une autre histoire. Bon, ouais, merci beaucoup Merci Léo. au prochain stage, hein. Au plaisir Voilà, de vous voir. je vais revenir avec plaisir pour continuer à pratiquer avec une autre approche et continuer à apprendre parce que comme tu disais, bah, nous on donne des cours, en même temps on les reçoit aussi et c'est ça qui nous permet, en faisant notre bout de chemin, en pratiquant, de donner des explications qui ont du sens et pas voilà, juste j'ai lu ça, je suis intellectuel et donc Oui. je donne des connaissances intellectuelles. Il faut les incarner. Bon, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter, moi je propose de s'arrêter là pour ce J'aurais beaucoup de choses à ajouter comme toi, je pense, mais ça nous ferait des lives d'au moins 3 heures. voilà, parce qu'on n'a pas, voilà, c'est très bien. On en Bon, fera un autre si les gens qui ont envie d'approfondir une thématique, vous nous quand laissez un tu veux. commentaire et on pourra en organiser un autre. Et sinon, d'ici là, bah, bonne vision, partagez cette vidéo avec les personnes qui pourraient être intéressées par les systèmes 1 et likez la vidéo, bien sûr, pour la faire circuler et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi.